Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à cette tranche de réflexion hebdomadaire sur Delta Santé. Question à la une, nous sommes ensemble avec vous pour réfléchir sur les problèmes de société. Ce matin, nous avons choisi de vous parler de l'impact économique de la diaspora dans le développement de nos pays. De plus en plus, des compatriotes quittent leur pays, le Togo, l'Afrique, pour se rendre en Europe, aux États-Unis, à la recherche d'un mieux-être, et ils constituent un poids là-bas, et de temps en temps aussi, ils participent à la vie sociale de leur société. Alors, quelle est leur importance et l'impact économique de la diaspora dans l'économie nationale togolaise? Et qu'est-ce que ces personnes qui ont quitté le pays représentent pour notre pays? Voilà autant de questions que j'aurais à poser à mon invité du jour, M. Eric Bojo. Vous avez accepté de répondre à notre invitation pour nous parler d'abord de la diaspora en général, de ce qu'elle produit comme effort économique dans notre système ici au Togo et les relations qui vous lient avec vos parents, vos amis et que vous avez laissés ici au pays. Monsieur Eric, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Monsieur Wisson, c'est moi de vous remercier pour m'avoir invité sur votre plateau ce matin. Nous sommes contents d'être présents avec vous pour pouvoir informer le public de l'intérieur de la capacité de la diaspora dans l'économie du Togo et de notre relation avec le public de l'intérieur et ce que nous pouvons faire pour promouvoir l'avenir économique de ce pays. Voilà, plutôt dans un souci de mieux-être afin que, eh bien, ici aussi, on sente votre présence à travers vos gestes, à travers vos actions. Alors, première question, dans la généralité introductive, dites-nous, M. Boutcho, quand on parle de la diaspora, de qui parle-t-on en général? Ah oui, je pense que c'est un concept global qui essaie de définir tous les ressortissants du pays qui vivent à l'extérieur. Mais il faudrait aussi situer ceci dans le concept historique. Le mot diaspora désignait plutôt au début les juifs à l'extérieur de leur territoire. Donc aujourd'hui, on considère que tout ressortissant d'un pays vivant à l'extérieur considère la diaspora. Oui. Mais toutefois, il faut considérer que la diaspora doit avoir une affinité avec son pays d'origine ou de provenance, avant qu'on ne parle de ce concept original qui est la diaspora. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de rupture entre ceux-là, ces citoyens qui ont quitté leur pays, volontairement ou non, on en revient tout à l'heure. Donc il y a toujours un lien qui unit la diaspora à son pays d'origine. Tout à fait. Si ce lien n'existe pas, là on peut nous appeler comme des immigrés. Voilà. Donc, pour revenir au concept de la diaspora, il faudrait qu'on ait une affinité, il faudrait qu'on ait toujours des contacts avec le pays de provenance. Il faudrait que nos actions soient présentes sur le terrain. Ça veut dire que la BAYAC, c'est une organisation, c'est une structure, puisqu'on ne peut pas individuellement, de façon isolée, être en contact, en relation avec le pays d'origine. Évidemment, c'est pourquoi il est important pour que les fonctions du pays à l'extérieur puissent s'organiser dans une structure appropriée pour pouvoir faire des actions sur le terrain. Et je crois que c'est ce qui manque à notre diaspora togolaise aujourd'hui. On n'est pas encore vraiment structuré. Bien sûr, il y a des groupuscules de gauche à droite, mais il n'y a pas une coordination parfaite de nos actions. Et c'est ça que nous voulions que notre diaspora arrive à comprendre. Et alors, avant d'arriver dans ces considérations, on reste toujours dans la généralité. Quelles sont les raisons qui peuvent motiver un citoyen togolais à s'expatrier, à quitter son pays, par exemple? Bon, au Togo particulièrement, je pense que les raisons peuvent être de deux ordres. Je veux dire, deux ordres principaux. Premièrement, je pense que beaucoup de Togolais ont quitté le pays dans les années 90, ce qui était dû aux situations politiques. Donc, nous pouvons considérer que la plupart des Togolais ont quitté sous des pressions politiques. Donc, ils sont des idées politiques comme on peut les catégoriser pour le moment. Et aussi, après les 90, il y avait l'ordre économique. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont obligés de quitter le pays pour trouver un bien-être, pour trouver une condition meilleure à l'extérieur du pays. Donc, ce sont les deux conditions principales qui ont motivé le départ des Togolais. Les raisons économiques et les raisons politiques. Exactement. Alors, vous pensez que ce sont des raisons fondamentales pour quitter son pays? Alors, je crois que oui, parce que, vous savez, l'homme, par définition, a toujours tendance de vivre mieux. Donc, c'est pourquoi même on travaille chaque jour pour améliorer notre condition de vie. Donc, si dans notre pays, les choses ne sont pas au niveau souhaité, je pense que les gens seront tentés de vouloir aller ailleurs pour trouver ce mieux-être, c'est ça.
Oui, mais on connaît aussi des gens qui ont une très bonne situation, de très bonnes conditions, à Lomé ou ailleurs, mais qui finalement ont quitté aussi le pays. Hein. Oui, tout à fait. Je pense que ça, là, on peut parler du civisme, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Occident, oui, on pense que tout est beau là-bas, tout est facile. Mais ce n'est pas réellement le cas là-bas. Donc d'autres ici, pas ceci de dire que bon, nous aussi on vit à l'extérieur, on vit en Occident, ils veulent partir. Prestige, c'est ça. Pas prestige, c'est ça. Mais c'est arrivé là-bas qu'ils découvrent qu'ils ont fait peut-être des erreurs de quitter le pays. D'autres sont tentés de revenir, mais difficilement parce que déjà on a un peu aussi le goût de vivre à l'extérieur et que selon la perception que les gens auront sur vous si vous revenez, là les gens sont obligés de rester là-bas malgré eux. Et alors c'est important, M. Godjo, parce que à l'heure actuelle, vous l'avez dit, il y a un effet de suivisme, pas prestige. Bon, moi aussi, je suis en Europe, je suis aux États-Unis. Alors, dites-nous, quel est l'état des lieux réellement sur le terrain? Est-ce que c'est, vous l'avez dit, ce n'est pas si facile, mais plus de détails, comment ça se passe sur les lieux quand vous y arrivez pour la première fois, vous mettez pied dans un pays que vous n'avez jamais connu, vous avez déjà visité? Ouais, je pense qu'il y a différentes conditions dépendant de la personne qui fait le voyage, quelles sont les conditions d'accueil qu'il a sur le terrain là-bas. Et je crois que les conditions de début de la diaspora ne sont pas tellement si intéressantes. Vous arrivez là, vous vivez chez un ami ou un membre de famille, et c'est la chance d'avoir une pièce à vous, on est heureux ça. Au cas contraire, peut-être on vit au salon de la personne, et c'est difficile au début. Donc d'abord, dans les pays où la langue n'est pas très souvent notre langue d'origine d'ici, si c'est une communication. Exactement, si c'est en France, on est plus à l'aise, mais si vous arrivez en Allemagne ou aux États-Unis où c'est l'anglais ou l'allemand, on est peu déphasé. Donc il y a un temps d'apprentissage pour s'habituer d'abord à la culture, aux mœurs de ce pays-là. Et là, ça crée parfois un peu de frustration. Donc il y a cette courbe d'apprentissage qui parfois n'est pas aussi trop gaie, puisqu'il faut beaucoup se donner pour pouvoir arriver au niveau d'intégrer facilement la société de là. Monsieur Godjo, c'est un thème de société que nous traitons. Et alors, dites-nous, on connaît les conditions dans lesquelles nos compatriotes quittent le pays. Il y en a qui s'endettent, il y en a qui vendent leur héritage, il y a toutes les solutions possibles, l'essentiel c'est de quitter le pays. Oui, je crois que justement, il faudrait que nous fassions le devoir, nous qui sommes déjà dans la diaspora, pour expliquer au public de l'intérieur, c'était une réalité sur le terrain, que les gens ne font pas l'erreur de quitter ou de s'aventurer sans vraiment savoir ce qu'il est attend de l'autre côté de l'Atlantique. Donc les conditions là-bas ne sont pas tout à fait aussi heureuses que nous les pensons de l'intérieur de ce pays. Donc il faudrait que pour que les gens fassent le voyage, ils demandent à avoir plus d'informations sur les pays d'accueil. Les gens là-bas qui leur demandent de le dire, c'est la vérité, pour ne pas être très choqués quand ils arrivent dans la diaspora ou à l'extérieur de. Ce n'est pas pour décourager tes compatriotes. Non, pas du tout. J'ai aucun intérêt à décourager les gens ici, mais seulement je veux qu'ils soient préparés pour affronter cette réalité du terrain. Sinon, bon, moi-même particulièrement, quand j'étais arrivé, peut-être que c'est pas ce que je pensais de ce pays que j'ai vu au début. Donc il avait un peu de découragement, un peu on a un choc au début. Donc, mais si on est informé, on est préparé, je pense qu'on est plus habilité à affronter les difficultés qu'on pouvait avoir dans le pays d'accueil. Oui, ça m'intéresse puisque vous parlez de votre cas. Alors, comment ça s'est passé pour vous? Vous êtes établi aux États-Unis, c'est ça? Exactement. Quelle année vous avez quitté et comment ça a été ce choc des cultures? Parce que quitter le Togo pour passer le temps. Oui, mais vous savez, lorsqu'on est sur le campus en 2000, on se disait qu'il faudrait chercher mieux. Donc, bon, en fait, j'étais poussé par l'envie de pouvoir avoir une meilleure éducation pour ma personne. Donc, ce qui m'a fait quitter le pays. Une meilleure éducation, une meilleure formation. Une meilleure formation, voilà. Pour pouvoir être plus habilité à réussir dans mon avis, dans ma vie personnelle, c'est ça. Donc, je ne vais pas vraiment étaler mon cas personnel ici, mais c'est pour dire seulement que les conditions d'accueil ne sont pas tellement si très souvent satisfaisantes, mais il faudrait que quelque part aussi on a le goût d'aller chercher mieux ailleurs, mais il faudrait qu'on soit aussi préparé pour affronter les difficultés qui sont sur cette. Je rappelle que vous êtes expert en comptabilité et finance, ce n'est pas petit, hein, M. Godjo. Oui, bon, je pense que c'est un long chemin qu'il faut parcourir, et là, je pense que il faut être armé de courage, de volonté, et d'abnégation, de sacrifice aussi. Si on a l'imagination d'aller vivre un rêve, de plaisir et de loisir, là on serait déçu. Mais il faut se dire que c'est un sacrifice que nous devons endosser pour pouvoir arriver à se confirmer.
Elle a pensé à ce que nous pouvons apporter à ce pays. C'est ce courage qui peut nous faire continuer notre lutte quotidienne dans la diaspora. Et beaucoup de gens comprennent aujourd'hui le pourquoi on vient là-bas, c'est pas vraiment pour s'amuser, et là ils se battent dur. D'autres aussi réussissent très bien là-bas aussi. Et est-ce que vous êtes dans le domaine de votre qualification avec laquelle vous êtes parti là-bas, ou bien vous faites autre chose carrément? Non, non, tout à fait, je suis dans mon domaine puisque j'ai fait les RAFASEG ici. Donc la quantité que j'ai poursuivie aux États-Unis n'est que la quantité de ce que j'ai fait ici au pays. Alors, vu les conditions dans lesquelles nos compatriotes quittent le pays, il y a ces émigrés par bateau, par des voies détournées. Qu'avez-vous à dire à propos? On a vu dans le désert, n'est-ce pas, de la Libye, qui ont souffert pendant très longtemps. On en a vu que ça se termine mal, surtout l'immigration clandestine, avec des avis qui ont chaviré avec eux. Alors, qu'avez-vous à dire à propos de ces conditions de départ de nos citoyens, de nos compatriotes? Je pense que c'est vraiment déplorable quand vous voyez des gens qui se mettent à bateau pour traverser l'Atlantique et parfois ils laissent leur vie. Je pense que c'est choquant. Mais aussi il faut se demander pourquoi ces gens, sachant ce qui peut leur arriver comme ça, se mettent dans ces conditions pour forcément arriver là-bas. C'est pour dire que les conditions sur le terrain ne sont pas aussi déplorables. Les gens préfèrent essayer le pire que de vouloir vivre cette vie pour toujours. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Donc je comprends que les conditions dans lesquelles les gens parlent sont tellement si désagréables, déplorables, mais qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Donc ça veut dire que si nous voulions que ces gens ne courent pas ces risques-là, il faudrait que nous améliorions les conditions sur le terrain. Et quand nous arrivons ici sur le terrain, je crois qu'on est vraiment choqué, on est touché de le quotidien du Togolais. Et pratiquement au Togo que je connais très bien, dont je suis citoyen. Et c'est là que nous interpellons le gouvernement et tous les gens qui ont le pouvoir d'améliorer l'avenir de ce pays, de faire les efforts nécessaires pour que la dignité humaine soit préservée. Quelqu'un qui sait qu'il va mourir, qui peut mourir dans sa traversée du désert ou de l'océan, mais si mais c'est pour dire que les raisons qui le poussent sont irréductibles. Et pour le faire changer d'avis, il faudrait que quelque part on améliore son quotidien ici. Et c'est ce à quoi il faut s'atteler. Alors ça veut dire qu'il y a meilleur vécu là-bas et qu'ici... Non, vous savez, oui. C'est un pays sont des pays qui ont les structures nécessaires. Je veux dire, bon, les infrastructures, les routes sont en bonne forme, les conditions de vie minimales sont en place. Donc, bon, ce qui est, c'est que si vous arrivez maintenant aux États-Unis et vous travaillez, vous pouvez s'offrir votre voiture, vous pouvez s'offrir votre appartement, vous pouvez assurer votre suivi quotidien. Donc, ce qui équilibre l'être humain. Mais si aujourd'hui, jusqu'à votre retraite dans ce pays, vous ne pouvez pas payer une seule moto. Vous ne pouvez pas permettre à ce que votre famille puisse survivre, espérer pouvoir mettre votre enfant à l'université ici. J'ai su que d'autres amis ont abandonné l'université parce que simplement ils n'ont pas ce qu'ils font pour payer leur inscription. Oui. Exactement. Donc ce sont des trucs qui sont lamentables. Mais alors que là, je pense que le peu est existant. Donc là, c'est pourquoi toutefois, il est évident que malgré tout ce que nous pouvons dire sur l'Occident ou sur l'Europe, les États-Unis ou le Canada, les gens sont tout en train de partir parce que du moins le peu serait acquis. Oui, mais puisque vous convenez avec moi, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas seulement ce qui manque de moyens ici. Il y a aussi de grands diplômés, de grands intellectuels, de gens nantis qui quittent leur pays. Ce n'est pas le cas uniquement de l'Afrique. On sait que beaucoup de Français préfèrent aller travailler, par exemple, aux États-Unis, ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Alors, c'est ça aussi certainement des conséquences pour le continent africain. Ah oui, je crois que, vous savez, j'avais tenté un temps de la fuite des cerveaux comme étant un système d'osmose. C'est que vous avez deux solutions. Vous avez une membrane perméable ou semi-perméable à travers. Si la solution est équilibrée, c'est que s'il y avait un produit ici, ça va rester là où il est. Mais si il est arrivé que les gens entrevoient à l'autre côté de la rive ou de l'Atlantique une meilleure condition, ils vont partir. Si les Français passent, c'est qu'ils pensent que dans le domaine qu'ils exercent, en particulier, ils peuvent avoir des conditions plus bénéfiques en Europe, disons peut-être, je veux dire, aux États-Unis ou au Canada, c'est pourquoi ils partent. Donc les Africains aussi, s'ils sont diplômés, s'ils entrevoient qu'ils peuvent avoir des conditions meilleures à l'extérieur qu'au Togo, ils vont partir, on ne peut pas les empêcher. Même pas seulement en Occident qui doivent aller, je pense que beaucoup de Togolais maintenant sont au Mali. Et donc c'est que on pense qu'en allant au Mali, on peut vivre mieux qu'au Togo. Mali, au Gabon. Au Gabon, et qu'on sort d'autres pays. Dans le temps, oui. Exactement. Donc c'est un phénomène qui est récurrent, qui persiste.
Donc c'est à nous de pouvoir faire des efforts sur le terrain ici, d'améliorer leurs conditions de vie, de manière que ces gens, s'ils avaient déjà quitté le pays, ils peuvent toutefois revenir pour encore apporter leur savoir-faire, leur expertise pour que ce pays encore puisse émerger plus que nos voisins. Et là, on va plus parler de fuite de cerveau, peut-être on parlera de retour de cerveau dans notre pays. C'est ça. Alors, vous en avez fait quand les conditions ne sont toujours pas faciles sur le terrain, quand on y arrive, pour voir, parfois c'est des rêves brisés. Il y a le sort qui est réservé aussi aux Africains. Ils sont maltraités, mal perçus, mal vus, les conditions de logement très difficiles. Et dans les pays européens, notamment le cas de la France qui veut regarder la situation, parle actuellement de l'immigration choisie, où on préfère que les élites quittent le pays pour venir s'expatrier. Au Canada aussi, je crois, il y a cette politique-là. Ne pensez-vous pas que c'est une situation qui va ruiner l'Afrique à l'avenir? Bon, je crois que en même temps, oui, et en même temps, non. Parce que, oui, parce que oui. Le pourquoi je dis oui, premièrement, parce que quand les intellectuels quittent le pays, c'est que le pays va manquer de main-d'œuvre qualifiée, ou des élites qui vont pouvoir nous construire l'avenir de ce pays. Bon, ils vont partir, ils vont laisser tout ici, abandonner tout ici. Et, bon, c'est difficile pour le pays de pouvoir s'émerger sans ces mains qualifiées. Bon, en même temps, non, parce que si ces gens partent et ils se forment encore davantage dans ces pays-là, ils ont des qualifications plus accentuées. Et si les conditions s'améliorent ici, je crois qu'ils vont revenir. Pour servir le pays. Pour servir le pays. Et aussi, bon, aujourd'hui, quand on a quitté le pays pour les servir, c'est qu'on fait des retours de capitaux aussi dans l'intérieur du pays. Et son investissement que nous faisons, aujourd'hui, ce n'est pas encore tellement palpable, mais c'est des efforts que nous faisons d'une manière individuelle. Je crois que si la gestion est saine sur le terrain, nous faisons un suivi bien approprié de ces investissements, ça pourrait relever aussi le niveau de vie de l'intérieur, de la population de l'intérieur du pays. Oui. C'est ce que nous voulions c'est à quoi nous voulions aboutir. Ainsi de suite, si notre niveau de vie s'élève et s'équilibre avec ceux-là, les pays où nous allons actuellement, alors donc on va revenir encore ici. Voilà, alors, amis téléspectateurs, question à la une, je reçois pour vous M. Eric Boucho, qui nous parle de la diaspora, de son impact économique sur le développement du continent africain. C'est avec lui que je fais le tour d'horizon de la question, avec l'idée de sensibiliser, d'informer, de former nos citoyens qui ont ce rêve d'aller chercher un mieux-être ailleurs, de savoir à quoi s'en tenir pour que leur rêve ne soit pas un rêve brisé, des attentes déçues ou des espoirs avortés. Voilà, alors, question, M. Boucho, est-ce que vous avez une idée du nombre de Togolais éparpillés à travers le monde? À combien peut-on estimer en termes statistiques, de façon globale, la diaspora togolaise à l'étranger? Aujourd'hui, je pense que l'estimation que les gens font de la diaspora togolaise à l'extérieur, c'est à peu près 2 millions, mais à travers le monde. C'est 2 millions. Y compris ceux qui sont aussi sur le continent africain, tout à fait. Au Gabon, Mali, au Sénégal et consorts. Tout à fait. C'est cela. Alors, c'est 2 millions de Togolais à l'extérieur. Quelle est leur relation avec le pays d'origine, avec le Togo? Les relations sont diverses et multiples. Je vais dire multiformes, je vais dire. Voilà. Bon, je pense que les relations que nous avons avec notre pays aujourd'hui, c'est les relations économiques. C'est ça. Parce que très souvent, nous sommes les poumons de nos familles. Donc on fait des envois pour permettre de survivre. Et aussi d'autres qui commencent par avoir plus de moyens essaient d'investir à l'intérieur du pays. C'est ça. Donc c'est les relations qui sont les plus remarquables que nous avons actuellement. Donc à part cette relation économique, l'aspect social... L'envoi des fonds au pays, c'est ça? Oh, tout à fait. Pour la survie, pour les besoins des membres de la famille. L'assistance de la famille. C'est ce que vous appelez, n'est-ce pas, le soutien économique et financier. Exactement. Et je crois que à partir des derniers 5 ans, il y a un autre constat sur le terrain. Il y a des investissements individuels que la diaspora ne commence pas à faire sur le terrain. Mais là aussi, il faut remarquer que c'est un échec total. Parce qu'il y a une mauvaise gestion sur le terrain. Et ceux qui sont sur le terrain pensent que quand les gens envoient de l'argent pour l'investissement, c'est peut-être pour eux-mêmes. Ils ne font pas une mauvaise gestion, ils ne se voient pas dans la rigueur de gestion de ces biens-là. Et très souvent, on n'a pas encore des grands moyens dans la diaspora. Ce sont des épargnes individuelles que nous faisons pour pouvoir investir. Et quand ça échoue une fois, 2 fois, on ne veut plus essayer. Et aujourd'hui, dans nos rencontres sociales là-bas, les gens parlent seulement de leur amertume, de leur expérience d'échec dans ce terrain, et ce qui n'encourage plus. D'autres de vouloir encore faire la même chose. Donc je crois que, bien sûr que la vie est difficile sur le terrain ici, mais nous,
interpellons le public de l'intérieur à qui nous faisons confiance de pouvoir faire une gestion saine de l'investissement de nos biens pour que les gens puissent avoir davantage de courage pour continuer. Monsieur Bojo, alors c'est un clair pour les auditeurs, les téléspectateurs. Alors vous dites que quand vous envoyez des fonds ici pour des investissements, il y a une mauvaise gestion de la chose, c'est ça? Tout à fait. Oui, oui. Alors à qui vous confiez ces gestions généralement? Est-ce qu'il y a une structure ou bien à des individus, à des parents? Bon, très souvent, les gens ont toujours commencé par la famille proche. C'est le frère, c'est la soeur, c'est les parents. On veut se faire aider pour réaliser quelque chose. Et beaucoup ont pris. Concrètement, acheter peut-être un terrain, construire, mais c'est ça? Bah oui, c'est ça. Très souvent, on aime la construction. Ouais, donc, acheter un terrain, construire son demeure, c'est ça qu'on avait commencé. On voit beaucoup de maisons inachevées, de terrains qui ne sont rien achetés, ou vendus à plusieurs personnes. Et ça crée des problèmes de la Suisse à la gendarmerie, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas vraiment une réussite de ces investissements sur le terrain. Et c'est ce que nous voulions que la population intérieure puisse prendre conscience. Que la réussite d'une personne pourrait entraîner la réussite de plusieurs. Et ainsi de suite, nous pouvons élever la plateforme économique de ce pays. Mais si nous disons que c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon cousin, et on s'en fout de ce qu'on fait de son argent, de son investissement, ça empiète sur le développement général de ce pays. Et il faut savoir qu'on est un vecteur. Si on est positif, on pourrait créer la richesse de ce pays. Et si on est négatif, on pourrait endommager l'avenir de ce pays aussi. Donc chaque citoyen doit être conscient de ce qu'il rend dans la vie économique de ce pays. Oui, alors dans ces conditions, ne pensez-vous pas que des regroupements peuvent plutôt être une solution à cette situation? C'est-à-dire que s'il y a une structure, n'est-ce pas, de convoi du fonds, et s'il y a une structure de suivi ici également pour ces chantiers d'investissement dont vous parlez,